Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à notre table ronde. Donc, je commencerai cette intervention par nous présenter tout d'abord et présenter le collectif Art et Représentation Queer que nous représentons aujourd'hui. Donc du coup, l'ARC est un collectif de recherche en histoire de l'art qui traite les sujets de représentation féministe et queer. Donc, nous avons cofondé en 2021 avec Quentin. Le début de cette aventure, c'est que on se sentait plutôt isolé dans la jeune recherche en histoire de l'art queer et on avait envie de créer un collectif pour travailler en groupe et fonder des projets qui puissent nous réunir, pas que nous deux évidemment, mais tout en groupe avec des initiatives personnelles mais aussi collectives. Aujourd'hui, le collectif ARC, il a son site, son carnet hypothèse, ses réseaux, et il nous permet de pouvoir collaborer avec diverses personnes, que ce soit en master, en thèse, ou comme Quentin, avec le titre de docteur. Donc je commencerai la présentation avec Salomé, qui interviendra en première, donc qui est masterante en deuxième année en histoire de l'art, à Paris en Panthéon-Sorbonne, sous la codirection de Sophie Delpeux et Philippe Morel. Donc elle se concentre sur la réception actuelle du genre à la Renaissance. Ses recherches de M1 portaient sur le discours actuel sur Artemisia Gentileschi et la place que le genre de l'artiste tient dans ses discours. Cette année, elle élargit son champ de recherche à la Renaissance en Italie et la théorisation qui en est faite aujourd'hui. Quant à Quentin, qui est actuellement du coup docteur en histoire de l'art, qui a soutenu sa thèse sur les représentations d'une identité de genre non binaire en 2022. Donc il est cette thèse soutenue à l'Université Paris-Nanterre pour le laboratoire ART, HAR, et en codirection internationale avec l'Institut de recherche et d'études féministes de l'Université du Québec à Montréal. Il est actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris-Nanterre, et a aussi enseigné à Aix-Marseille, Université et Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Il est également rédacteur du carnet hypothèse, histoire de l'art contemporain, genre et sexualité, auteur d'articles scientifiques publiés à l'international et à la direction de plusieurs numéros de revues comme Écran, Images Revue et Ex Situ. Il s'intéresse aux questions liées aux gender studies, aux queer studies, au post-humain et de manière plus générale à l'art engagé à partir de la moitié du XXe siècle. En ce qui me concerne, je suis actuellement en 5e année de thèse. Mon sujet est l'autoreprésentation et les pratiques performatives queer de 1980 à aujourd'hui. Je suis sous la direction de Sabine Forero-Mendoza et je suis du coup à l'université de Pau et des Pays de la Tour, donc tout au sud de l'État français, là où il fait plus chaud qu'ici. Je suis également critique d'art et commissaire d'expositions indépendantes. Je travaille du coup uniquement sur des questions féministes et queer. Donc, pour l'introduction à proprement parler, nous avons proposé cette table ronde autour du canon au prisme du queer. Donc c'est un titre plutôt généraliste parce que nous sommes du coup entre les périodes modernes, contemporaines et actuelles. Donc ça va permettre un champ de vision assez large. Au sein de notre collectif de recherche, nous nous inscrivons dans une pratique de la recherche située, mélangeant les sources institutionnelles, archives, témoignages, terrains, mais aussi des sources dites alternatives, comme des archives militantes, comme des tracts d'ACT-UP, des fanzines et des articles de sites non universitaires. Il nous semble important de resituer un peu les études queer qui naissent dans les années 90 dans un contexte qui est communautairement très compliqué, donc les années SIDA. Le terme de queer, il signifie étrange, bizarre, et il est d'abord employé dès le XIXe siècle comme une insulte, qualifiant les personnes déviantes, hors normes et donc condamnables. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le terme est réapproprié positivement par les milieux homosexuels, aux États-Unis principalement, au moment de la reconnaissance de leur communauté et des revendications de leurs droits.
La recherche s'élargit aux minorités sexuelles telles que les homosexuels, les lesbiennes et les personnes transgenres. Et la question s'ouvre à tout ce qui est hors de la norme, avec des problématiques de classe, de genre et de race. C'est-à-dire le corps qui est repensé, c'est-à-dire que le corps est repensé comme un lieu de politisation multiple. Donc avec un point de vue, du coup, intersectionnel. Ce champ d'analyse, issu de la sociologie, constitue un domaine en soi dans notre discipline, avec une historiographie de plus en plus étoffée, grâce notamment aux recherches des jeunes chercheurs et chercheuses. Les études queer mettent en cause la légitimité du savoir scientifique qui s'est écrit jusqu'alors, qui aurait minimisé et dépolitisé la lecture des œuvres au prisme du genre, de la sexualité, de la classe et de la race en faveur d'un modèle masculin, hétérosexuel, blanc, d'une certaine classe sociale et qui se veut pseudo-universel. Donc, dans ce point de vue-là, pseudo-universel, et dans l'histoire de l'art, on va dire un peu plus ancienne, dans un discours un peu plus ancien, naissent ces notions de canon que nous allons rapprocher de la notion de norme. Donc, ce qui intéresse l'esthéticien, c'est l'analyse des différents systèmes de normes objectives auxquels l'artiste se soumet ou tente de se soumettre, soit qu'il s'y conforme pour des raisons pratiques, soit qu'il les recherche pour des raisons philosophiques. Ainsi se différencient essentiellement deux attitudes de l'esprit humain. Pour les unes, la formule géométrique est une aide, un point de départ. Pour les autres, un point d'arrivée, une confirmation de réussite. Donc ce canon, c'est une sorte de norme auquel les artistes vont devoir parfois se soumettre, soit dans une volonté, soit aussi dans un point de vue de survie purement matériel. Parce que si on ne crée pas de forme artistique institutionnelle, acceptée, légitime ou légitimée, il peut y avoir des problèmes de conditions matérielles de survie et de travail pour l'artiste. Donc, notamment certains artistes queer ou LGBTI vont avoir deux sortes de créations et parfois deux noms d'artistes, l'un plus commercial et l'autre plus politisé ou en tout cas plus situé. En ce qui concerne la norme, donc le français a gardé ce sens figuré, il a pris aussi le sens plus spécial de règles de technique de fabrication garantissant la qualité ou l'interchangeabilité du produit sous l'influence de ce sens industriel. Norme a pris plutôt la nuance d'une conformité à un modèle codifié. On parle plutôt de loi ou de valeur quand il s'agit de principes moraux juridiques, par exemple. Mais du coup, les lois ou la valeur peuvent se mélanger à la question de la norme, notamment dans une pratique artistique qui se veut déviante. Donc, le canon et la norme, il y a évidemment en sous-tendu dans la pratique artistique une notion de beauté. La notion de beauté et la notion de laideur, ainsi que les discours sur ces dernières, sont très forts et ont aussi eu beaucoup d'évolutions suivant les périodes. Donc la rétroactivité esthétique finit par reconnaître comme beau ce que nous croyons encore être laid ou ce que naguère était encore jugé comme tel. On le voit très bien avec les artistes LGBTI de la fin du XXe siècle, qui ont été très peu appréciés à leur époque et qui sont aujourd'hui complètement pseudo-redécouverts ou en tout cas appréciés. C'est le cas notamment de Pierre Molinier, qui est un artiste de Bordeaux qui a travaillé vraiment dans la solitude et dans la précarité extrême, parce qu'il n'était pas du tout accepté, jugé comme pervers notamment, et qui aujourd'hui est célébré dans une immense rétrospective au FRAC Aquitaine. Donc dans l'article Qu'est-il arrivé à la beauté de Christian Gaudin, il traite du sujet de l'esthétisation du monde. Donc je cite, « L'esthétisation du monde ne concerne pas seulement les machines et les objets de consommation courante, elle touche également les corps. L'impératif de séduction est en effet omniprésent, dont le monde est de plus en plus concurrentiel. » Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, ou en tout cas d'étudier, comment les corps queer sont traités dans l'analyse d'œuvres, mais aussi dans ses discours. Le milieu queer a développé sa propre notion de beauté, et nous nous demandons ici s'il développe aussi ses propres canons, si oui, lesquels, et soumis à quelle sorte de règles.
là, je vais citer très rapidement Zentrum für politische Schönheit. Donc, l'art dissout les interdits de pensée et d'action afin de mettre en œuvre sa forme la plus haute, la politique. Donc, CPS, c'est un collectif d'artistes allemands qui travaillent sur des questions extrêmement politiques, notamment la question des migrants et migrantes, la précarité et la guerre. On y retrouve aussi des questionnements sur le queer et sur, en fait, finalement, comment faire de l'art contemporain avec un discours politique, un art contemporain qui sera tout de même visible par le grand public, visible et compris. Ce qui peut parfois ne pas être sûr, ne pas être limpide, et qui nécessite parfois un gros travail de médiation, ce qui est le cas dans l'exposition de Molinier, ce qui est le cas aussi dans l'exposition Histoire vraie, qui est en ce moment au Magval, où il y a plusieurs artistes queer. Parfois, pour resituer, et je pense que c'est là l'intérêt aussi de notre recherche, c'est resituer les artistes et leurs œuvres au regard de l'identité de l'artiste. Donc je laisserai la parole à Salomé pour commencer. Ensuite, il y aura Quentin et je finirai. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous parler déjà de l'époque moderne et du canon en fait en tant qu'outil. Et pour ça, je vais m'appuyer sur l'exemple donc de Artemisia Gentileschi, qui est une peintresse du XVIIe siècle italien, une caravagesque romaine, donc qui a exercé à Rome, mais aussi à Florence, à Venise et à Naples. L'époque moderne, je pense que c'est une bonne époque pour commencer l'analyse du canon, puisque c'est à ce moment-là que paraissent les vies de Vasari, et donc on commence à faire des listes d'artistes notoires, ce qui se rapproche quand même pas mal de l'idée du canon qu'on a aujourd'hui. Donc moi d'abord je vais vous parler des critères un petit peu d'entrée au canon, non pas qu'il y ait vraiment une liste de cases à cocher, mais c'est surtout en fait les points communs qu'il y a entre les artistes qu'on considère aujourd'hui comme canoniques. Ensuite je vais vous parler du canon qui en fait est un récit politique, et ensuite je m'intéresserai plus précisément à l'outil de légitimation qui est devenu ce canon pour les différents courants historiographiques. Donc tout d'abord, pour ce qui est des critères, c'est, je vous l'ai dit, avant tout des non-dits, mais c'est ce qui revient en fait dans toutes les louanges ou même les analyses des artistes. Donc on retrouve très souvent donc l'inventivité, l'originalité, la technique pour l'époque moderne, je précise, les thèmes, même si ça aussi à l'époque moderne, ça a surtout à voir avec les commanditaires et pas tant avec les artistes. Et surtout en fait la chose la plus importante pour entrer au canon, c'est d'avoir un réseau. Qui fait qu'on se souvient des œuvres et des artistes, et que les œuvres sont conservées. Donc évidemment, ça a un très fort lien avec le groupe dominant, qui se considère évidemment universel et qui a à cœur de bien divulguer ses artistes préférés. Donc c'est une liste non exhaustive, mais elle s'apparente en fait, on le voit, beaucoup aux différentes valeurs qui sont accordées aux objets, donc les valeurs historiques, les valeurs matérielles et tout ça. Donc c'est largement débattable et c'est amené à changer, et ça le fait très souvent. Pour le cas de Gentileschi, il y a des exemples assez précis des débats sur le canon, notamment avec l'opposition assez connue de Marie Garrard et de Ward Bissell, qui sont deux spécialistes de Gentileschi. Donc pour Bissell, Gentileschi, elle devrait figurer au canon du baroque italien, mais selon lui, les études féministes entravent cette accession, parce que par leur méthode, elles excluraient en insistant trop sur le genre qui, selon lui, éclipse le contexte de création et les mérites artistiques. C'est évidemment débattu par Garrard, Garrard qui est quand même une figure de proue du féminisme, de l'histoire de l'art féministe aux États-Unis. Donc pour elle, le genre éclaire en fait le contexte de création, et Bissell, en admettant que l'insistance sur le genre féminin de l'artiste est un frein à son intégration pleine au canon, reconnaît que le canon en fait est masculin dans ses valeurs et aussi dans ses artistes et ses images d'artistes.
Donc on peut rajouter en fait à cette liste de critères pour entrer au canon le genre, qu'il soit un argument pour ou une entrave. Plus haut, je vous ai cité l'originalité. Et en fait, il y a une quasi-obsession qui se porte sur la réinvention constante et ça peut parfois entraver la recherche, mais aussi la réception de certaines artistes, dont fait partie évidemment Gentileschi. Parce qu'en effet, la détermination de l'originalité, elle est parfaitement arbitraire et elle dépend en fait de la détermination du ratio parfait en fait entre la référence et l'invention dont font preuve les artistes. Et ça rend donc l'intérêt pour ces créateurs et ces créatrices et leur accès au canon un peu comme une finalité. C'est assez capricieux en fait, comme classification. Or, c'est cette quête de l'originalité chez les artistes qui permet un glissement, on va dire, du focus depuis les œuvres et les contextes de création vers les individus, qui en fait sont présentés plus coupés des autres, voire même qui, malgré les autres, font preuve d'une inventivité unique. Et plus précisément, c'est la création d'un récit avec des figures qui s'enchaînent, et non en fait des environnements complexes et avec de multiples individus qui s'influencent, qui se copient, qui travaillent en fait tous ensemble à une culture visuelle beaucoup plus vaste qui opère ce glissement. Et pour les femmes, ça se traduit souvent en la présentation de grandes artistes, de figures de leur temps, de personnalités originales. Et en fait, elles deviennent presque des symboles. Et donc ça justifie aussi qu'il n'y en ait pas beaucoup, parce qu'il y en a déjà une. Donc c'est pas très grave, on peut mettre les autres sous le tapis. Et en fait, c'est là qu'est tout le paradoxe de l'insistance sur l'originalité, qui ne retire en rien l'essence du canon, comme vous l'a présenté Marion, c'est la normalisation. C'est Nanette Salomon qui parle de ça dans un de ses articles, où elle avance que si des œuvres de femmes entrent au canon, ce sont les plus polissées et les plus conformes aux attentes du système masculin. Elle explique que les images choquantes sont généralement refusées aux artistes femmes, mais que dans un cas comme celui de Gentileschi, et avec le portrait qu'on connaît de l'artiste, le portrait psychologique qu'on a fait de l'artiste, donc une femme indépendante, forte, qui s'élève un peu envers et contre tout, et contre tous. En fait, ces scènes de violence, elles ne sont pas du tout choquantes. Ça, c'était Vasari. Voilà, les scènes de violence. Elles ne sont pas choquantes dans son répertoire, et en fait, au contraire, c'est plutôt les natures mortes qui sont difficiles à considérer dans ses attributions. Et il semble donc en réalité que la notion de choc soit pas tant dans la représentation que dans les attentes. Et c'est pas vraiment l'image qui choque, puisqu'il y a d'autres peintres qui ont fait des scènes très violentes aussi. Et il ne fait aucun doute que ces peintres-là font partie du canon. En fait, c'est bien ce que l'on attend en fait d'une œuvre, d'une femme ou non. Ensuite, je vais passer à ma partie qui se concentre en fait sur le travail de Pollock, où canoniser en fait c'est raconter une histoire. Donc vous avez ces deux citations, surtout la première qui donc canons may be understood therefore as the retrospectively legitimating backbone of a cultural and political identity. Donc le canon est la colonne vertébrale d'une identité culturelle et politique, pardon. Donc en fait, je voulais présenter si l'ingegno, enfin l'originalité, fait partie des qualités les plus importantes pour un et une artiste pour figurer dans le canon, c'est pas le seul prérequis. Évidemment, le choix des artistes canonisés est un commentaire sur leur mérite, mais surtout sur ceux qui font le canon et sur ce qu'ils considèrent comme étant des mérites. En effet, et surtout à plus forte raison depuis que les études de genre et le féminisme avancent et s'intègrent aux autres sciences, le canon est considéré moins comme une entité de légitimation absolue que comme un récit partiel et partial qui reflète en fait les attentes et les instrumentalisations des artistes par un groupe donné. Le canon, donc comme abstraction unique, c'est en fait, semble-t-il, démultiplié, et on reconnaît aujourd'hui plusieurs canons afin de satisfaire plusieurs groupes,
car de fait, les panthéons et références incontournables ne sont pas les mêmes pour chaque courant historiographique. En fait, le canon, c'est une manière de sélectionner les artistes qui sont les plus impactants culturellement, tout en permettant aux penseurs, critiques, historiens et historiennes de l'art de se raconter à travers leurs choix. Or, la majorité de ces occupations sont exercées souvent par des hommes blancs d'un milieu social aisé, en Occident du moins, et leurs références et leurs canons dans tous les arts le reflètent bien. Donc le canon, tout comme l'exercice attributionniste en fait, établit une échelle de valeurs entre les artistes dont le cours se calcule en légitimité et en valeur marchande. Cette hiérarchisation est impactée aussi par d'autres hiérarchies sociales qui ont cours en dehors des mondes de l'art. Donc on a celle entre les teintes de peau, entre les genres, entre les milieux sociaux, les sexualités, qui se retrouvent en fait dans les canons d'artistes qui au bout du compte sont loin d'être objectifs et révèlent une sensibilité particulière, partagée par un groupe social et donc éminemment politique. Et c'est ce que dit en fait la dernière citation que j'ai mis de Griselda Pollock, que le canon en fait est sélectif dans son inclusion et révèle surtout ces systèmes d'exclusion. Et enfin, le canon comme outil de légitimation, en fait, le genre, depuis les mouvements féministes, est à prendre en compte dans les études d'œuvres, mais surtout, il est à être critiqué dans son usage habituel, stéréotypé, dont l'un des plus répandus de stéréotypes est celui qui suppose une moindre aisance à la création pour les femmes que pour les hommes. Et on ne remercie pas les humanistes pour ça, pour cette idée. Cependant, pour ce qui est de Gentileschi, ses contemporains lui attribuaient déjà des qualités masculines d'invention et d'ingéniosité. On le retrouve dans les poèmes, on le retrouve dans les discours aussi qui ont été publiés dans certaines académies. Ces qualités ont autant à voir avec le travail de l'artiste qu'avec le désir de la légitimer en utilisant des qualificatifs masculins, donc positifs. C'est ce qui est aussi, c'est ce qui est traité par Adelina Modesti dans un de ses articles, où on dit que Gentileschi et Elisabetta Sirani, dont vous avez une œuvre sur le PowerPoint, qui est une peintresse bolognaise contemporaine de l'artiste romaine. En fait, toutes les deux étaient comparées à Guido Reni dans un élan de légitimation de leur pratique artistique. Ça n'a pas empêché évidemment plusieurs de leurs contemporains et des critiques de remettre régulièrement en question les mérites de ces femmes, et notamment de Gentileschi. D'abord à cause des comparaisons qui ne la placent rarement en bonne posture et place son art en fait en deçà de celui d'un autre par la mise en compétition avec eux. Donc avec son père, Orazio Gentileschi, dont je vous ai mis un exemple, la comparaison est celle faite entre un maître et son élève. Mais ça s'inscrit aussi dans un rapport de genre et de lutte dans le champ de la réception, l'un étant éclipsé par l'autre, l'une étant éclipsée par l'autre, comme s'il y avait un peu qu'une seule place au canon pour un seul Gentileschi. Chose qui, notons-le, ne pose pas de problème quand c'est une généalogie masculine. Les Bruegel, on s'en fiche, il y en a 3000 et ça marche. On a en fait cet exercice de la comparaison, c'est Nanette Salomon encore qui en parle dans les Artemisia Files, qui est paru en 2005. Cette comparaison, ça pose toujours en fait l'un des deux objets en position de faire valoir de l'autre, comme si un ou une artiste ne pouvait s'élever qu'en piétinant les autres. Gentileschi, elle n'est pas seulement comparée à son père, mais aussi à tous les autres artistes de son époque, masculins en priorité. Donc on l'a dit caravagesque, donc évidemment on la compare à Caravage. Et de toute façon, peu d'artistes souffrent la comparaison avec Caravage aujourd'hui, vu comme il est révéré, on va dire. En fait, cette démarche, elle nous éclaire sur les influences et les circulations d'idées et de représentations au XVIIe siècle italien. Et en fait, ça perpétue le réflexe d'interprétation et d'analyse des artistes par leur filiation. Ça glisse souvent, d'ailleurs, dans la recherche d'une dette que l'artiste pourrait avoir avec ceux qui l'ont formé, influencé ou qui ont travaillé avec elle. C'est souvent le cas pour les groupes qui sont considérés comme des minorités, de se voir affubler en fait cette dette envers des représentants du groupe dominant et qui sont surreprésentés.
Voilà, j'ai mis une autre dernière petite citation pour le plaisir. Ça fait toujours plaisir de lire du Pollock. Voilà, donc en fait, ces questions de l'appartenance au canon, elles nous permettent d'interroger la nécessité que l'on constate déjà du temps de Gentileschi de faire jouer les femmes dans la même cour que celle des hommes. On l'a vu avec les insignes et les qualificatifs masculins qui sont attribués à Gentileschi de son vivant, donc dans les poèmes, je vous l'ai dit. Mais ça se perpétue en fait encore aujourd'hui dans la littérature sur l'artiste et particulièrement celle concernant son catalogue. En effet, il y a une certaine réticence, je vous l'ai dit, à intégrer des œuvres de nature morte dans le catalogue. C'est un genre qui est souvent attribué aux femmes, un sous-genre. Et en fait, donc les femmes ont été confinées à ce genre pendant des siècles à cause notamment des interdits de formation ou des règles de bienséance. Et ce sujet, il est abordé entre autres par Patrizia Costa dans son article Gentileschi à Venise. D'après elle, on ne cherche pas de nature morte en fait à ajouter au catalogue de Gentileschi parce que c'est un genre trop conforme au rôle genré et féminin et que ça correspond pas à l'image que nous on s'est fait de l'artiste. Alors qu'en fait, on retrouve des mentions de nature morte par cet artiste dans les travaux biographiques, notamment ceux de Baldinucci, et pour la période vénitienne de l'artiste. Alors aujourd'hui, les travaux de Baldinucci sont évidemment critiqués et remis en doute, notamment par Bissell qui estime que l'auteur était tout simplement mal renseigné. Garrard, elle y voit une façon de replacer Gentileschi dans un rôle adéquat à son genre pour les lecteurs et les lectrices de l'époque. Et Costa, par contre, avance qu'il serait possible que donc Orazio Gentileschi, le père, ait formé sa fille à un exercice dans lequel lui-même exerçait. Je vous ai mis un exemple de Gentileschi où il y a en fait les natures mortes sont celles qui sont sur la table. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de nature morte seule dans son catalogue. Et en fait, ce refus de considérer la possibilité d'une production autre que celle connue déjà aujourd'hui pour l'artiste, ça nous montre en fait une pérennisation de la conception binaire du genre avec deux pôles masculins et féminins qui s'opposent et sont mutuellement exclusifs, ainsi qu'une continuation du réflexe misogyne de considérer que le féminin est ce qui y est rattaché, donc ici les natures mortes, affaiblissent le masculin et que le masculin renforce le féminin. C'est pourquoi aussi en n'acceptant pas de genre artistique dit féminin dans l'œuvre de Gentileschi, on reconnaît d'une certaine manière que cela affaiblirait son statut d'artiste autonome et légitime au même titre que des homologues masculins. Et comme si en fait le genre de l'artiste ajouté à un genre féminin de nature morte pouvait affaiblir son droit de citer au canon. Donc en somme, Gentileschi, elle me semble être un assez bon exemple de l'artiste instrumentalisé afin d'ancrer et d'illustrer certaines théories qui, à leur début, ont eu besoin d'un personnage fort et marquant, comme c'était le cas, et c'est encore le cas en fait de l'image qu'on se fait de Gentileschi. Les études féministes s'en sont servies, entre autres, pour explorer les questions du genre, de l'absence des femmes au canon, des conditions d'accès à la création, etc., en s'appuyant sur les images fortes qu'on connaît de Gentileschi, violentes, contrastées, qui correspondent parfaitement au goût pour ces thèmes et ces styles, on va dire, depuis les années 70. Elles ont ainsi pu profiter de l'affection grandissante pour le baroque qui revenait. Je m'excuse pour tous les modernistes qui détestent le mot baroque. Et en fait, pour montrer en fait en soi que les femmes pouvaient maîtriser ce genre de représentation et méritaient d'être étudiées autant que leurs confrères. Néanmoins, aujourd'hui, Gentileschi est bien moins instrumentalisé par ses études, qui sont plus confortablement installées dans la discipline qu'il y a 50 ans maintenant. Et on se cantonne plus seulement aux artistes féminines dites oubliées. En effet, les interrogations et les cadrages méthodologiques comme celui des Artemisia Files qui sont parus en 2005, donc il y a maintenant presque 20 ans, perdurent et montrent la constante évolution du courant féministe, des études de genre et de leurs débats
asseyant ainsi en fait leur véritable dimension scientifique. Mais les sujets, eux, ont évolué pour la plupart, et en fait, aujourd'hui, peu d'artistes restent encore oubliés. Il y a évidemment beaucoup de recherches et de découvertes qui restent à faire. Et comme l'écrit Eva Belgarbi dans son article « Triste notice, en finir avec les notices de femmes artistes », paru en 2021, donc je la cite, « Tourner en rond avec le discours de femmes artistes trop / injustement méconnues ou oubliées, donc en fait pas inscrites au canon, est préjudiciable et n'est pas conforme à la réalité de la recherche en cours en France. » Je continue de citer, « C'est un véritable affront à celles et ceux qui connaissent ces sujets depuis longtemps ou plus récemment. S'il fallait désigner des personnes encore plus méconnues que les femmes artistes dans ce processus, ce seraient sans doute les chercheurs et chercheuses, masterants et masterantes, historiens et historiennes de l'art, qui ont travaillé ou travaillent sur elles. » Donc voilà, en fait, pour moi, c'est une artiste dont la fortune académique, jusqu'à aujourd'hui, montre les limites du canon en tant qu'outil et pas en tant que fin en soi de classification de but ultime pour les artistes. Je vais passer la main du coup à Quentin, qui va vous présenter, lui, son travail. Bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vous présenter quelque chose qui est en étroit rapport avec ce que vient de dire Salomé. Donc je vais vous présenter en fait des canons, des canons alternatifs entre guillemets. Comment ça se construit et par qui c'est construit, et aussi et surtout quelles sont les limites de ces canons dits alternatifs. Et donc je prendrai l'exemple d'un débat historiographique autour d'une étude de cas précise. Donc comme Salomé nous l'avait dit, il y a, en citant justement Griselda Pollock, la tradition artistique va produire un canon, un modèle unique et hégémonique du point de vue politique. Et évidemment, cette tradition artistique a une influence culturelle, idéologique, et donc, en fait, elle s'inscrit aussi dans l'histoire des représentations sociales. Donc l'art a un impact sur le social et va contribuer d'une certaine manière à la légitimation d'un canon qui a été fondé donc sur un modèle binaire cisgenre, blanc, hétéronormatif, valide et généralement de classe sociale aisée. Alors ce canon détermine donc des valeurs universalistes dont dépendent les politiques identitaires. Alors ce que j'entends par politique identitaire, c'est-à-dire ce qui va conditionner le fait que certaines personnes vont appartenir à une classe sociale par exemple, ou ce qui va conditionner l'inverse, donc que certains ou certaines personnes n'appartiennent pas à cette même classe sociale. Et donc ces conditionnements sociaux vont susciter des sentiments de sécurité si on est assimilé à une identité majoritaire, majoritaire j'entends en termes de rapport de pouvoir, ou alors ça peut aussi susciter une mise en danger dans l'exclusion par rapport à cette norme canonisée. Dans ce contexte donc de politique de représentation et de politique identitaire, on peut constater que des artistes contemporains et contemporaines qui appartiennent à des catégories sociologiques minoritaires justement, vont tenter de manipuler la manière dont elles sont perçues. Donc certains et certaines artistes vont construire un canon alternatif, queer, qui va déjouer les représentations traditionnelles en mettant en évidence, par exemple, la plasticité des catégories de genre. Donc certains et certaines artistes vont, pour ce faire, avoir recours notamment à des méthodes que l'on pourrait qualifier de réalistes, avec des guillemets, parce qu'on sait bien que le réalisme, c'est quelque chose de bien précis en histoire de l'art, mais je ne fais pas référence à Courbet, etc. Mais je fais plutôt référence à ce qui va produire des images qui vont avoir comme enjeu d'articuler la vie, l'expérience réelle des personnes avec justement l'image. Donc c'est-à-dire qu'il s'agirait de représentations qui sont garantes de responsabilité. Donc je vais vous présenter cette étude de cas, donc des débats historiographiques qu'il y a eu autour de cette
de cet exemple. Donc il s'agit d'un ouvrage qui a été copublié par... alors il y a Jacques Halberstam, donc théoricien queer, et Lauren Cameron, qui est un photographe américain trans et qui est aussi, qui était bodybuilder, qui était né donc en 1959 et qui est décédé en novembre dernier. Donc, ils vont publier tous les deux cet ouvrage, Body Alchemy, qui a d'ailleurs été double lauréat du prix Lambda Literary, donc qui récompense des œuvres en rapport avec les cultures LGBTQIA+. Et justement, cet ouvrage, enfin, et surtout en fait les photographies qui sont présentées dans cet ouvrage, vont être considérées comme l'une des premières publications de photographies d'hommes trans depuis leur point de vue. Et justement, ça s'inscrit dans un projet de visibilisation des hommes trans. Alors, justement, je parlerai que des photographies. Et ces photographies, justement, c'est une série de portraits nus, d'autoportraits de Lauren Cameron. Et avant, après. Avant. Merci. Et donc, comme on le voit là dans cette première de couverture, il y a l'artiste qui se donne à voir avec une musculation saillante, avec sa poitrine qui est marquée par des cicatrices de mastectomie, et avec une absence de sexe qui est cachée par sa jambe. Mais si justement, si tu veux bien, s'il te plaît, merci. Mais si justement on regarde les autres photos donc, qui apparaissent dans l'ouvrage, l'artiste va présenter donc un sexe qui n'est pas celui qui est attendu traditionnellement pour ce type d'image, et donc il va créer une disjonction avec donc, son propre corps dans les processus de codage culturel qui sont liés à la masculinité. Donc il y a, si vous voulez, ici une reprise de convention de représentation du nu classique, c'est-à-dire que Lauren Cameron va inscrire ses photographies dans des genres artistiques aux valeurs les plus hautes, d'une certaine manière. Et évidemment, ces poses vont rappeler le canon grec classique, donc Phidias, Praxitèle, Polyclète, etc. Et donc, c'est-à-dire des modèles en fait qui vont fixer la représentation occidentale du corps, avec notamment cette idée de maîtrise parfaite de soi qui est exigée par la masculinité. Donc ici, Lauren Cameron va réinterpréter les canons antiques et il va il va s'en servir justement pour interroger le concept de figure idéale, notamment masculine. Donc à première vue, on le voit posé comme un bodybuilder, et si on regarde de plus près, il tient des accessoires dans ses mains. Alors il tient un scalpel, donc qui fait référence à la chirurgie de réassignation sexuelle. Il tient aussi une seringue, et justement la première de couverture, c'est en fait, il se fait une injection d'hormones dans la hanche, donc il va esthétiser entre guillemets ce geste. Et il faut savoir aussi que l'achat et la vente d'hormones sont illégaux mais courants, que ce soit pour les personnes trans en dehors du parcours médical, mais aussi pour les bodybuilders. Donc, vous avez, d'une certaine manière, on pourrait dire que le corps qui est donné à voir est un corps qui est en quelque sorte hors la loi. Ah oui, et aussi le fait de montrer une injection d'hormones, ça rejette aussi l'idée reçue selon laquelle l'opération chirurgicale marquerait la fin d'un processus de transition. Et aussi, autre accessoire, si tu veux bien revenir, autre accessoire qui tient dans son autre main, bon, à part les haltères, mais les haltères, j'en parlerai pas parce que le sport, ça me dégoûte, mais dans son autre main, donc, il tient la télécommande de l'appareil photographique, comme pour signifier en quelque sorte une certaine gestion du pouvoir par rapport à l'image. Donc, évidemment, c'est un photographe, c'est un artiste, donc il conçoit une image.
Donc, vous avez ici, si vous voulez, l'idée que Lauren Cameron va prendre le pouvoir sur l'image, mais aussi sur son propre corps, en le sculptant à travers la référence à la statuaire antique, mais aussi en le sculptant avec la musculation plutôt intensive, puisqu'il s'agit, excusez-moi, d'un bodybuilder, mais aussi donc sculpté par l'injection d'hormones, entre autres. Alors si on peut passer, merci. Merci. Donc, non, encore avant, voilà, c'est ça. Okay. Merci beaucoup. Donc, Cameron, si vous voulez, ici va proposer une espèce de modèle non cisnormatif, mais il reste à savoir si justement ces représentations qu'il va donner va vraiment s'émanciper de canons esthétiques dominants. Et la littérature scientifique sur ce sujet ne semble pas s'accorder sur la signification et l'implication qu'engendre cette mise en scène du corps de l'artiste. Et donc pour la chercheuse anglaise en littérature et études de genre, donc Mélanie Taylor en 2004, selon elle, les images de Cameron n'ont pas d'effet transgressif et vont répéter de manière rassurante un modèle de masculinité virile qui ne nécessite pas de la présence, en tout cas dans l'image, d'un pénis. À quoi va répondre en 2008 Josh Honess, donc un chercheur allemand en études culturelles et en études queer. Il va répondre que justement ces images sont transgressives car le corps mis en scène transgresse en lui-même les normes corporelles liées au genre auquel l'artiste était assigné à sa naissance. Mais Josh Honess indique aussi que le fait de s'inscrire dans une certaine norme masculine serait une manière de rendre vivables des subjectivités trans. Et justement, selon lui, ce type d'image va produire des identifications dites positives. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine manière, elle va rentrer dans une norme et que justement la figure du bodybuilder serait en relation étroite avec l'idéal de la masculinité blanche, avec une certaine hygiène et l'idée de corps sain. Évidemment, cette idée est associée à la jeunesse, à la minceur, à la négation du féminin et à la force et à la musculation. Tout ce qui est lié au sport, je n'arrive pas à les prononcer. Par ailleurs, en 2017, Alexandre Baril, qui lui est professeur canadien en études de genre, et j'insiste bien sur les statuts de chaque chercheuse, lui, Alexandre Baril, va nuancer le propos de Josh Honess et il va justement nous dire que les représentations de Lauren Cameron ne peuvent pas servir de proposition d'identification à tous les hommes trans. Parce que justement, ces représentations sont partie prenante de divers régimes d'exclusion. Justement, il va nous dire, Alexandre Baril, que la santé la notion de santé va être fondée sur la répudiation d'un ensemble de corps trans, peu importe leurs conditions de santé, parce que justement, ils sont soit considérés comme handicapés, soit non-binaires, soit gros, soit âgés, soit trop féminins, soit non-blancs. Alors, ce que on peut tirer de ce débat historiographique, c'est d'une part déjà que c'est intéressant de voir que les chercheuses qui s'intéressent à ces images ne sont pas spécialistes de l'art, déjà d'une part. Elles viennent de la sociologie du genre ou des études culturelles, c'est-à-dire, donc c'est une petite parenthèse que je fais, que l'histoire de l'art à elle seule ne permet pas de saisir toutes les significations et toutes les implications qui sont liées à ces images, et ça appelle évidemment à une transdisciplinarité qui est nécessaire. Donc ces différentes approches de ces images vont nourrir l'histoire de l'art avec un rapport aux représentations sociales.
D'autre part, ce qu'on peut tirer de ce débat historiographique, c'est qu'on constate qu'une image qui se voudrait contre-canonique va prendre finalement part au canon dans une certaine prétention globalisante et d'une certaine manière, donc, ça va réitérer des normes en participant à un processus sélectif. Alors, si on peut passer, s'il te plaît. Merci. Et donc, justement, l'idée... Donc, en fait, la représentation va tomber dans une impasse. Et Jacques Halberstam, donc, qui était celui qui avait participé à la publication de Lorraine Cameron, va justement tenter en 2017, c'est ça, oui. En 2017, il va tenter de penser cette impasse dans laquelle la représentation est tombée. Donc, Halberstam va nous dire que, justement, au cours du XXe siècle, les corps trans ont été considérés comme irréels, inauthentiques et aberrants. Donc, ça a conduit, selon lui, certains et certaines militantes à situer la vérité, le réel, dans certains corps privilégiés, donc privilégiés en termes de race ou de classe sociale, par exemple. Et donc, ça a mené à considérer certains corps comme méritants et d'autres seraient à abandonner. Et donc Halberstam, partant de ce constat, nous dit qu'il vaut mieux investir dans le refus de la réalité, du réel, de la vérité. Et donc il va s'appuyer sur un chercheur en études culturelles. Alors j'ai pas trouvé son prénom à chaque fois qu'il est cité, c'est J.R., enfin des initiales. Et son nom de famille, c'est Latham, L-A-T-H-A-M, avec mon petit accent anglais. Et donc, selon lui, selon Latham, pour éviter un risque d'exhibitionnisme ou de fétichisme ou de voyeurisme du public, l'image devrait mettre en lumière une reconnaissance des réalités multiples qui sont en relation avec les corps, et en l'occurrence donc les corps trans. Donc l'idée qu'on peut retenir d'Halberstam, c'est que la représentation, pour dépasser la simple monstration, avec tout ce qui s'ensuit, fétichisme, etc., la représentation pourrait prendre un sujet ou un objet qui serait en relation au corps trans et en faire une métaphore, une évocation ou un concept visuel. Et donc là, on tombe vraiment dans le travail artistique, dans le travail de l'artiste de façonner des représentations. Et donc, on va voir qu'il y a d'autres artistes qui ne vont pas se prendre cette méthode réaliste et donc qui vont réaliser des œuvres plus conceptuelles, plus théoriques et aussi plus subjectives. Et alors, si tu peux, s'il te plaît, je vais prendre cet exemple de l'artiste français Smith, un artiste émergent, qui va mettre en scène justement une nouvelle expérience d'être dans un corps pour figurer l'inadéquation entre la corporalité et l'identité. Alors pour le présenter très rapidement, Smith, donc lui il est né en 1985, c'est une personne trans, il est diplômé de l'école de la photographie d'Arles et du Fresnoy, donc le Fresnoy qui est un centre d'art et en même temps une école d'art contemporain. Et Smith va réaliser depuis plus de 10 ans des projets des projets pluridisciplinaires qui sont à la frontière de la science-fiction et de la critique queer. Et entre 2011 et 2012, Smith va réaliser donc cette installation qui s'intitule Cellulairement, qui est donc exposée au Fresnoy en 2012. Et en fait, pour cette installation, il va se faire... alors peut-être que c'est dans l'image d'après. Non, bah, c'est pas grave, si on peut revenir, s'il te plaît. Merci. Donc il va se faire en fait implanter, pour cette installation, il va se faire implanter une puce électronique dans son bras gauche. Et cette puce, enfin il y est encore, hein, c'est de manière définitive,
Alors bon, l'exposition est terminée maintenant, mais en somme, cette puce est en attente d'une prochaine réactivation. Alors cette puce, justement, va lui permettre de ressentir physiquement la chaleur du public qui se déplace dans l'installation. Donc il y a deux endroits, il y a l'installation lui-même et il y a le corps de l'artiste qui est hors frénois. Si on peut passer, s'il vous plaît. Donc, l'installation, ça ressemble à ça. Donc, c'est une double pièce semi-ouverte. La plus grande salle va se composer d'une caméra thermique, d'un miroir et d'une caméra interactive. Et en fait, lorsque le ou la spectatrice va se déplacer dans cette zone, sa chaleur corporelle va être enregistrée sous forme de données et va être stockée dans une base de données. Et justement, dans la seconde pièce, il y a un ordinateur pour que le public puisse consulter cette base de données-là. Alors, toujours dans la grande salle, c'est là où les choses les plus importantes se passent, il y a en fait des images du corps du ou de la spectatrice qui vont être produites par une caméra infrarouge sous forme de thermogramme et qui va être projeté sur le public. Donc c'est ce qu'on voyait juste avant. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Et donc les thermogrammes, ce sont ces représentations infrarouges qui varient donc du jaune au bleu en passant par des variations de rouge selon les chaleurs corporelles. Et donc, en fait, les thermogrammes, dans l'idée, ce sont des images singulières et qui diffèrent d'un individu à l'autre, puisque ce sont des empreintes biométriques uniques. Donc, dans le même temps, quand donc, il y a le ou la spectatrice qui se balade dans l'installation, la puce implantée par Smith va capter les données et va les traduire en chaleur. Et comme tout le long de l'exposition, l'artiste va en fait revêtir d'un habit, d'une veste qui est composée de capteurs. Et bien, ça fait que la chaleur va se propager sur son corps contre sa peau, et donc il va ressentir la présence du public en temps réel et sur de très longues distances. Donc, tout ça, bon, c'est beaucoup de descriptions, mais tout ça pour vous dire que dans l'idée, donc, le corps de Smith devient une espèce de hôte et il va se faire hanter par le public, ce qui rend compte donc d'une certaine manière d'une inadéquation ou en tout cas d'une disjonction entre l'identité et la corporalité. Donc Smith va être en interaction avec le public sans contact physique avec, et il va donner à voir donc une incarnation qui va être liée aux autres, ce qui rejoint l'idée d'appartenance extérieure. Donc là, je cite en fait Elspeth Probyn, qui est une universitaire australienne et qui va penser justement les appartenances comme quelque chose de vraiment social et pas un phénomène individuel, donc quelque chose qui n'est pas fixe, mais qui est en mouvement incessant. Dans le même temps, donc bon là je suis un historien de l'art, Smith va redéfinir le genre du portrait, et donc justement l'image thermique va prendre une distance avec la figure qui est représentée, et donc ce sont ces différentes zones de chaleur qui vont produire une silhouette tout en rendant floue la figure, et donc vous avez en fait des corps qui sont difficiles à identifier. Donc l'image justement va s'éloigner d'un principe qu'on retrouve souvent dans les images post-humaines, c'est-à-dire que par exemple, alors, je ne sais pas si vous voyez un peu les productions d'Aziz et Kutcher, mais en clair, vous avez toujours ces principes d'images qui donnent des caractéristiques documentaires, donc les images sont très descriptives, sont très nettes, toujours dans des plans très rapprochés et qui donnent vraiment le détail, etc. Et donc ici, Smith, justement, il va un peu à l'encontre de tout ça et il ne va pas prendre le corps comme une surface ou un objet d'étude,
mais plutôt il va expérimenter des sortes d'apparitions un peu fantomatiques. Alors ça rappelle, je ne sais pas, peut-être que je prends un peu trop de temps, mais je vais passer très très vite sur un autre, voilà ça, une autre stratégie de représentation qui va toujours dans le même sens. Bon, c'est des œuvres, ce sont deux œuvres beaucoup plus connues, donc je vais le faire très rapidos. Mais en somme, ici, c'est une autre stratégie de représentation avec des images qui ne représentent ou qui n'évoquent plus des corps humains. Donc, en clair, l'identité n'est plus figée ou n'est plus stabilisée. Donc, l'idée... alors, comment le faire très vite? Donc, la première œuvre, c'est... donc, vous voyez les titres, hein, Untitled, puis, entre parenthèses, quelque chose de plus descriptif ou de plus traditionnel, en tout cas en termes de titre. Et donc la première installation, c'est un portrait de Ross Laycock, qui est en fait l'amant de Félix González Torres, et qui est décédé du sida la même année, en 91. Et donc, en fait, ici, c'est un portrait. Donc, ce tas de bonbons représente Ross. Donc c'est une installation participative. Le public prend des bonbons. Donc en fait le tas, et c'est aussi une référence à l'entropie, mais ça je ne vais pas partir dans les détails. Et donc le tas va diminuer au fur et à mesure, comme le corps en fait qui perd son poids. Et en même temps les bonbons donc se propagent de public en public. Donc c'est aussi cette idée d'épidémie du sida qui est figurée ici. L'autre œuvre, c'est à peu près la même chose, enfin, dans les mêmes stratégies de représentation, c'est-à-dire que ici, donc les deux horloges représentent donc le couple en fait, et elles sont synchronisées, et à un moment donné, évidemment, il y a une disjonction qui se fait, et donc l'idée, c'est aussi de montrer que ce dérèglement va induire l'idée de deuil, mais aussi ça va montrer un âge que l'amant ne va pas atteindre. Donc vous avez cette stratégie de représentation qui va d'une part déjouer la politique d'identité, c'est-à-dire les pratiques sociales d'assignation à un corps, et en même temps ça permet de déjouer la censure, puisqu'on ne peut pas censurer des horloges ou censurer des bonbons. Donc ça, c'est quelque chose que Renate Lorenz, alors c'est juste après, c'est quelque chose que Renate Lorenz va analyser, et selon elle, justement, González Torres cette stratégie de représentation va éviter de citer des normes corporelles. Donc ça va, selon elle, faire apparaître une incarnation queer comme quelque chose que l'on ne puisse pas voir. Donc ça veut dire que l'idée, c'est de créer un nouveau langage visuel. Je vous ai mis aussi José Esteban Muñoz, qui lui va aussi analyser les œuvres de Félix González Torres, et il va nous dire que dans cet ouvrage, donc, que l'artiste va rejeter les principes mêmes de l'identité, et il va atteindre ce qu'il appelle la désidentité. Donc la désidentité, c'est en fait une reconstruction de la politique identitaire. Et donc ça va lui... en somme, l'idée, c'est encore une fois de permettre de fournir des images qui ne sont pas ancrées dans des canons, mais des images qui vont ouvrir une potentialité de forme et de devenir possible. Donc on a donc ces artistes qui vont proposer d'autres formes que un registre documentaire ou réaliste, et donc passer par du conceptuel ou en tout cas de l'imaginaire, et quelque chose de plus subjectif, qui serait donc, selon Albert Stamm, une autre modalité de représentation qui permettrait de déjouer une forme de canonicité, ou en tout cas de rapport au canon qui pourrait être excluant.
Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Marion. Alors du coup, on va changer un petit peu d'iconographie, mais toujours du coup sur notre thématique. Donc moi, je me concentrerai sur l'hypothèse du canon en art drag et de ses implications dans la pratique actuelle. Je mets une petite diapo de transition. Foncièrement queer, ma recherche doctorale, elle s'articule autour d'entretiens, d'enquêtes, de terrain et de liens amicaux depuis plusieurs années avec les artistes drag avec qui je collabore. Lors de nos discussions, la question du canon, sans toutefois être nommée ainsi, est revenue à maintes reprises. Elle mérite plus de développement et je vais tenter ici d'en présenter la teneur. La première chose semble être... La première chose à l'origine même du travestissement, la figure du travesti est cette incarnation de genre dans notre genre et d'une altérité. En effet, le genre est la conclusion d'une lecture attentive des attributs mobilisés par une personne pour verbaliser son identité sur sa propre personne, sur son corps. Ces expressions de genre ont pour rôle de traduire une supposée authenticité de la personne et de son genre. Dans notre société patriarcale, il semble impossible, ou du moins compliqué, d'échapper à la soumission à cette règle. Nous sommes obligés d'être genrés. Or, les travestis et les dragues utilisent ces mêmes outils pour montrer la superficialité de la répartition binaire des genres, puisqu'elles tournent en dérision les codes féminins et masculins. En effet, et comme l'a démontré l'anthropologue Margaret Mead, les expressions de genre et les rôles genrés dans la société ne renvoient à rien d'inné, mais entièrement à des constructions sociales et à un système politique. Le travestissement et le drag posent de façon inhérente la question du genre comme construction sociale, comme superficialité discursive. Le travestissement est une pratique plus ancienne que celle du drag, qui implique dans l'imagerie commune un changement ou un transfert de genre. Le drag, quant à lui, a suivi un temps cette voie, mais avant de s'en émanciper. Ces deux pratiques utilisent les attributs genrés pour formuler un discours, enclencher une narration de leur propre persona. Le travestissement a longtemps voulu se rapprocher au plus près d'une féminité idéalisée, souvent en prenant pour but l'image d'une femme désirable d'un point de vue masculin et hétérosexuel. Cette vision de la femme permet un étalage d'attributs ne laissant que peu de place au doute: talons, robes glamour, coiffures volumineuses, maquillage et bijoux. Les performances se font alors sur un répertoire français ou anglophone de chanteuses qui célèbrent l'amour, parfois en permettant des clins d'œil plus osés. Expérimenter la féminité semblait passer par ce chemin, celui de l'idéalisation, d'une version dite réussie de la femme en laissant de côté la quotidienneté et la réalité des femmes de tous les jours. On y trouve une incarnation de classe également, puisque les personnes travesties choisissent de porter des tenues qui font référence à des femmes de la classe bourgeoise, avec ces tenues glamour et ces grands bijoux. L'incarnation des femmes de classe populaire paraissait moins attrayante, moins glamour, moins sexy et moins spectaculaire. On peut parler de volonté de passing féminin, et si j'emploie ce terme, c'est avec recul, et c'est aussi puisque de grandes figures des cabarets travestis étaient des femmes trans et ont expérimenté le féminin d'abord sur scène avant de l'installer dans leur vie civile. Notamment donc ici Coccinelle et Bambi. Pour Coccinelle, donc dans ses différentes interviews et écrits, elle a bien dit que le passage au cabaret et au travestissement l'avait aidé à prendre conscience de sa transidentité. Donc on peut voir cet outil comme un outil identitaire également. C'est le cas aussi de plusieurs artistes drag. Donc chez ces artistes, chez les personnes travesties comme Coccinelle et Bambi, avaient cet objectif de se rapprocher au plus près de l'image pensée d'une femme cisgenre. Alors évidemment, il n'y a pas que des artistes de cabaret qui se sont révélés être des femmes trans, mais toutes s'approchaient, ou en tout cas tentaient de s'approcher de cette image idéalisée. De façon plus contemporaine, donc dès la seconde moitié du XXe siècle,
On fait place plutôt aux artistes drag, à une incarnation plus spectaculaire et plus théâtralisée du genre. C'est dans les mêmes années qu'émergent certaines figures drag, comme RuPaul, qui parvient à une certaine célébrité grâce à ses passages dans des clips vidéo. Donc, nous sommes là avec RuPaul, qui est probablement la drag queen la plus connue au monde. Excusez-moi. L'une des images les plus importantes, je pense, du début des années 90 pour RuPaul, c'est cette campagne. Donc, c'est la campagne Viva Glam de la marque de cosmétiques MAC en 1994, sachant qu'elle a été reprise en 2014 par RuPaul lui-même, qui a pris les mêmes poses avec la même tenue d'ailleurs. Donc ici, on va commencer à permettre une vision du drag hors des soirées communautaires et plus dans une vision publiciste ou capitaliste du drag. Donc RuPaul, il va jouer, en fait c'est le début de son jeu commercial et de ce potentiel capitaliste qu'est la figure de la drag. En 2009, il se fait connaître on va dire internationalement, pour avoir lancé RuPaul Drag Race, émission d'ailleurs qu'il voulait lancer dès les années 90. Dans le nom de ce concours de drag queen, nous pouvons déjà voir que tout tourne autour de la figure de RuPaul. Et lui quitte pour de bon les scènes alternatives pour se tourner vers le milieu télévisé et une popularité beaucoup plus large. Son émission touche dans les premières saisons majoritairement un public déjà consommateur de drague, donc plutôt communautaire. Par contre, son arrivée sur la plateforme Netflix pour la saison 6 va propulser RuPaul et RuPaul's Drag Race dans une autre sphère de communication. La communication de Netflix sur l'arrivée de RuPaul Drag Race a été tellement importante que je pense qu'aucun et aucune abonné n'a pu passer à côté de l'émission. Tout le monde se crée son avis sur la question en ayant vu ou non des épisodes et en se renseignant ou non sur l'histoire du drag et de RuPaul. En tant que figure monopolisante du drag sur la scène médiatique, il en profite pour imposer sa propre vision du drag sur ce qui se fait, ce qui est acceptable ou non. Il édicte des règles comme si elles étaient admises par le milieu drag en entier, alors que les avis divergent et les écoles sont extrêmement différentes. En étudiant les retours des jurys, particulièrement ceux de RuPaul, on comprend une ligne rouge, celle de la féminité glamour. Il demande, il réclame, ou plutôt il exige au moins une tenue féminine. Alors j'aurais pu prendre pas mal d'exemples. J'ai choisi de façon très subjective Ivy Oddly, qui s'est fait connaître pour son drag non genré, excentrique et imaginatif. Elle a survolé d'ailleurs la plupart des épreuves, mais a dû faire face à cette critique, le « montre-nous enfin du glamour ». Donc, sur la diapo à gauche, on a la première tenue, donc celle avec qui elle est rentrée dans l'émission, qui est assez mythique et qui a de suite posé son personnage. Donc Ivy Oddly, devant la critique du moins montre-nous du glamour, elle a présenté la robe rouge qu'il y a sur les deux autres photos. Alors c'est une longue robe rouge, très glamour, en velours, mais Oddly ne voulait pas répondre tout à fait, ou en tout cas entièrement à cette injonction, donc elle rajoute un troisième sein à sa poitrine. Ce détail vient rendre le tout déroutant, c'est une féminité vers laquelle on ne veut pas être attiré, qui ne crée pas de désir. Ivy Oddly échappe alors à la sexualisation des drag queens féminines, et elle souhaite montrer, ou en tout cas évoquer, autre chose dans le regard du public. Les injonctions de RuPaul peuvent paraître étonnantes, surtout lorsque on connaît ses premières tenues, celles des années 90, où il représente plutôt un drag punk non genré. Il était proche des milieux club kid, des soirées tard la nuit où la classe sociale importait moins qu'au lever du jour. Avec son émission, il a souhaité capitaliser sur une pratique artistique communautaire, et on a pu voir un pic de ce capitalisme à la RuPaul entre la saison 6 et la saison 9, où il n'hésitait pas à faire des challenges autour de produits dérivés qu'il produisait et qu'il commercialisait, toujours autour de sa personne, avec des placements de produits pas très subtils.
Donc dans le challenge que je vous ai mis sur le diapo, donc c'est un challenge où il demande aux artistes chez Acoulé et Sacha Velour de tourner un espèce de spot publicitaire sur ces barres de chocolat. Donc RuPaul, donc je les ai trouvés là récemment sur un de ces sites et qui coûte 99,90 $. Donc là aussi, il y a une question de classe intéressante. Alors, le public, il a évoqué une certaine réticence face à cette stratégie commerciale, et RuPaul a calmé le jeu. Ce qui l'importe, c'est avant tout de ne pas perdre son audimat, sa célébrité et aussi sa fortune. En augmentant les saisons, en augmentant aussi le type de drague et en le faisant de plus en plus conforme à ses demandes, il va augmenter en fait son audimat, et son audimat ne va plus être communautaire comme pour les premières saisons, mais va s'ouvrir à un public hétérosexuel majoritairement féminin. Donc ce qu'il essaye, c'est de concilier les demandes de ces différents publics et son propre point de vue. Donc on peut y voir une sorte de phénomène de mainstreamisation dans le domaine du drag. Donc ici, je vais citer rapidement Raphaël Nowak dans une note de lecture sur l'ouvrage Mainstream de Frédéric Martel. Donc, la culture mainstream doit être accessible au niveau national comme au niveau international. Elle est gourmande et incorpore tous les éléments qui peuvent plaire au plus grand nombre. En ce sens, elle est similaire au capitalisme, dont Weber disait qu'il se nourrissait de ses propres critiques. Donc la question du mainstream, elle est très importante pour les artistes drag, notamment celles avec qui je travaille, et c'est vraiment un point de divergence avec RuPaul. Alors, est-ce que c'est bien le but du drag d'être mainstream et que tout le monde y ait accès? Est-ce que cela ne deviendrait pas contre-productif, et à quel moment on doit arrêter cette démocratisation de cette pratique et de l'art communautaire? Alors les artistes actuels essaient de se renouveler, de créer de nouveaux looks, des silhouettes qui divergent, notamment qui divergent de la silhouette sablier, à laquelle tient énormément RuPaul, puisqu'il demande régulièrement aux candidates de porter des corsets, de serrer un peu plus des corsets pour que on voit leurs hanches, mais surtout pour qu'elles aient une silhouette beaucoup plus féminine. Sur cette question, la mainstreamisation, en fait, RuPaul essaie de ramener une vision plus acceptable du drag. Donc, c'est ce qu'on va voir notamment avec Ivy Woodley lorsqu'elle a gagné la saison 11. Donc, en fait, toutes les gagnantes font une tournée internationale et se produisent dans des théâtres, dans des salles de spectacle, etc. C'est généralement une tournée qui est seule ou avec d'autres artistes, mais qui met en exergue la gagnante. Lorsqu'Ivy Woodley elle a gagné sa saison, elle n'a pas eu un spectacle seul, ou elle n'a pas eu un spectacle avec ce qu'on appelle d'autres dragues spooky, donc des dragues un peu excentriques qui s'éloignent de la vision RuPaulienne. Mais elle a travaillé avec Plastic Tyra, qui a concouru dans sa saison, hein, qui est majoritairement connue pour sa féminité extrême. Donc on peut voir sur l'affiche à droite. D'ailleurs, l'affiche de la tournée a suscité beaucoup de débats dans le milieu drag français, où beaucoup d'artistes ont ressenti un énorme malaise avec cette opposition entre la belle et la bête, qui n'était pas forcément très améliorative pour Ivy Woodley. Plastic Tyra, quant à elle, elle incarne parfaitement ce qu'aime RuPaul et son jury. Donc, ce qui m'intéresse chez Plastic Tyra, c'est ce qu'on appelle la panique hétérosexuelle qu'elle peut provoquer. Donc, c'est-à-dire que des hommes cis-hétéros qui ne savent pas qu'elle est drague vont tout d'abord penser que c'est une femme cisgenre et vont possiblement ressentir du désir, fantasmer sur sa figure, avant de comprendre ou de lire que c'est une personne drague et que c'est un homme
homosexuel. Et là, toute l'homophobie, intériorisée ou non, va ressortir et va faire une espèce de panique en se disant non, c'est pas possible, je n'ai pas pu ressentir du désir pour un homme. En fait, le désir, il est plutôt sur une vision de la femme idéalisée, puisqu'on voit bien que Plastic Tyra représente très bien cette femme contemporaine, très réseaux sociaux et très, j'allais dire Kardashian, mais avec moins de forme. Alors dans ces dragues très féminines, il y a aussi des artistes qui ont essayé de s'en extraire, donc notamment Violette Chachki, qui maintenant est plutôt connue pour ses performances burlesques. D'ailleurs, dans sa dernière tournée, c'était exclusivement du burlesque. Alors, elle était dans son personnage drague, mais ce n'était pas le centre de ses performances. Malgré tout, Violette Chachki, comme Aquaria et Miss Fame, sont connues pour être aussi des mannequins et elles font des runways de haute couture féminine. Alors, ce qui est intéressant dans la communication de RuPaul, c'est que ce soft power américain se propage évidemment ailleurs. Et pour le pousser, et pour pousser sa capitalisation, RuPaul va créer toute une suite de firmes de Drag Race dans d'autres pays comme Canada, Thaïlande, Royaume-Uni, Hollande, Espagne, Italie et France. Donc, sachant qu'il y en a plein d'autres qui vont bientôt arriver ou qui sont déjà arrivés. Donc RuPaul, il est présent dans les jurys qu'au Royaume-Uni, mais il est intéressant de noter et d'étudier les choix des différents jurys pour savoir s'ils sont dans sa ligne ou non. Donc on va prendre un exemple qu'on connaît le mieux, enfin je pense, c'est celui de Drag Race France. Donc la candidate parisienne Cam Hughes représente parfaitement la figure de la drag queen très jeune, influencée par Drag Race, et d'ailleurs je pense qu'il aurait mérité quelques années supplémentaires avant d'accéder à Drag Race France pour pouvoir s'affirmer un peu plus tant dans l'image que dans le discours. Cam Hughes, elle adopte une imagerie plutôt aristocrate, féminine, très pastel, avec un soin particulier au maquillage et aux perruques. Donc l'attrait, on va dire, premier de Cam Hughes, visuellement, c'est ce sentiment de beauté plutôt universel, qui se rapproche plutôt de la norme. Dans cette même saison, on a l'artiste bordelais Ellipse, qui se définit comme drag queer et non comme drag queen ou drag king. Donc par là, elle va plutôt sortir de la binarité de genre. Donc ici, on a 3 tenues qu'elle a présentées dans différents challenges. Donc ici, le corps, il est plutôt couvert, ni vraiment féminin, ni vraiment masculin. Le travail de l'artiste se concentre sur la couture et le maquillage, et la volonté de créer des pièces artistiques qu'il va ensuite porter pour développer sa persona. Donc, comme exemple, la première image, on voit Ellipse dans une robe cravate, réalisée en référence à Jean-Paul Gaultier. La robe est un attribut de genre plutôt féminin, et du coup, pour le contrebalancer, elle va porter cette combinaison noire qui ne laisse entrevoir que son visage. D'ailleurs, son visage a été au centre de son travail juste avant qu'il ne commence la performance, puisqu'il a longtemps fait des photographies uniquement de son visage pour développer ses talents de make-up artiste. Donc il cherche une restructuration du visage, mais aussi du corps, par ses tenues. Alors, rapidement et pour le clin d'œil, ici je trouve sa tenue de gauche très intelligente. C'est la tenue qu'il a portée lors du dernier épisode, là où Paloma a été couronnée et où Ellipse a reçu le titre de Miss Sympathie. Alors c'est très drôle parce que lorsqu'il s'est fait éliminer, on l'a critiqué, le jury l'a critiqué parce que ses tenues n'étaient pas assez féminines, n'étaient pas assez déshabillées. Alors pour son grand retour, Ellipse a choisi une tenue qui était plutôt masculine puisqu'il y a un pantalon, mais qui est surtout entièrement couverte, qui ne montre pas plus sa peau, et c'était un petit peu un manifeste pour dire non, je n'accepte pas les critiques que m'a fait le jury, et je reste fidèle
à mon persona et à mon propre style. Quelque temps après, il a publié la photo à droite, qui est d'ailleurs l'unique photo où il joue avec une nudité totale, et il est entouré de cette écharpe de Miss Sympathie. Donc un petit pied de nez. Donc Ellipse, lui, porte une vision très queer et très non-binaire de la pratique du drag, vision qu'on retrouve chez Damon Chill, un artiste toulousain, et Club Kid. Je vais me dépêcher, sinon je vais être un peu en retard. Damon Chill, donc il travaille une iconographie proche de celle de l'enfance. Il va cultiver les personnages de dessins animés, les couleurs fluo, les peluches, mais il va aussi travailler avec du matériel récupéré. Donc la chaîne qu'on peut voir sur la photo de droite, c'est quelque chose qu'il a récupéré sur un chantier. Les couronnes qu'il a, c'est en fil de fer qu'il récupère également. Sur la photo en bas à gauche, il a des mégots qu'il a collés sur son visage, sachant que Damon Chill ne fume pas dans son état civil, on va dire. Du coup, en fait, il a juste récupéré des cigarettes dans le cendrier devant la salle de spectacle. Donc Damon Chill, lui, donc une vision totalement non binaire, puisque dans son propre discours, il dit se rapprocher plus d'une figure de clown que d'une figure humaine. Donc lui, il s'éloigne totalement d'une vision américaine et d'une vision genrée du drag et du dit travestissement. Donc on retrouve dans un autre canon de représentation des artistes différents comme du coup Damon, Cam Hugh, Virgin X ou encore Carmen Santa Cruz. Donc c'est un autre canon très connu, celui du catholicisme et de l'imagerie catholique. Alors, si j'ai rajouté cette troisième partie, en fait j'ai un peu changé mon plan au dernier moment. Je me suis dit que c'était hyper intéressant de travailler le canon religieux parce que c'est quelque chose que beaucoup d'artistes reprennent, d'artistes drag, et de plus en plus d'ailleurs. Et là, il y a tout un vocabulaire qui est propre à l'imagerie catholique et qui est une sorte de canon de représentation. Donc ici, on a 3 représentations de Pietà, qui est l'une des figures d'ailleurs les plus reprises par les artistes drag. Donc généralement, elles sont dans la position de la Vierge, tenant un modèle, ou dans l'image de gauche, c'est le Sebum qui tient Damon Chill, donc 2 artistes drag de Toulouse qui font partie tous 2 de la maison Lagrave, et d'ailleurs qui sont tous 2 en couple, qui travaillent du coup énormément en duo. La Pietà, elle permet une représentation de la douleur et du sacrifice, et aussi de la perte d'un être cher, qui sont des sentiments assez forts et assez historiques dans le milieu queer. Parmi les autres figures catholiques extrêmement reprises, on a la Vierge, qui semble être d'ailleurs une figure tout à fait particulière dans le traitement du catholicisme par les artistes drag, puisqu'elle revient de façon quasiment systématique. Donc on voit la Vierge seule, soit avec une couronne rayonnante, soit en pleurs, en prière. Donc ici, il y a l'image d'une femme qui est en quelque sorte sacrifiée par un élément extérieur et qui donne pourtant tout pour ce dernier. On peut y voir une image des personnes LGBTI qui sont sacrifiées, qui sont mises au banc par la société, qui pourtant finalement on appartient toujours à cette société, on essaye plus ou moins d'en être accepté. En tout cas d'avoir des droits. La Vierge est également une figure de puissance et une femme respectée, à qui donc parfois on doit porter allégeance. De façon plus ponctuelle, comme le fait Cyprine, on a la figure de la nonne, qui est souvent reprise avec du coup ce crucifix à l'envers. L'image « Ceci est mon corps », je l'ai rajoutée parce qu'elle fait partie d'une campagne
d'une campagne auquel participaient énormément de dragues dans la période du SIDAction. C'est aussi une thématique et des représentations très importantes dans le milieu drague. Dans la première diapo, on a pu voir une image de Pietà incarnée par Virgin X, qui est une artiste, anglophone, anglaise, pardon. Cette artiste est spécialisée dans l'imagerie catholique. C'est l'unique vocabulaire esthétique que prend son persona d'ailleurs. Virgin X, elle mêle le catholicisme à l'érotisme. Donc elle y intègre du latex, des positions suggestives. Donc elle ne se limite pas à des figures comme la Pietà, la Vierge en pleurs, etc. Mais elle va développer son persona avec des attributs catholiques comme le crucifix, la couronne flamboyante ou encore la couronne d'épines comme en bas à gauche. Puisque je n'ai plus vraiment le temps, je vais juste donner en exemple et en ouverture ces deux images, ces deux photographies des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui sont donc un groupe militant, activiste et communautaire qui sont nés aux États-Unis et qui sont maintenant à l'international. Donc à gauche, c'est lors d'une manifestation à Toulouse, et à droite, lors d'un atelier d'archives à Paris. Donc l'idée ici, c'est que les artistes drag vont à la fois s'éloigner du canon, on va dire, commun de l'histoire de l'art ou commun de la représentation des genres binaires, pour finalement parfois se créer leur propre canon de beauté en reprenant des vocabulaires comme ici celui de la religion, pour parfois du coup le tourner en dérision, se le réapproprier, a fortiori dans l'Europe de l'Ouest où le catholicisme a une place, on va dire, monopolisante dans les spiritualités. Et je vais m'arrêter, sinon je vais me faire gronder. Alors, une petite conclusion, avant de vous donner la parole. Donc, nous souhaitions conclure sur le fait que les études queer sont un champ d'études qui va analyser les processus de normalisation et de hiérarchisation, qui sont des notions étroitement liées au principe même du canon. C'est ce que nous a justement montré Salomé à travers l'exemple des récits élaborés autour d'Artemisia. Alors moi je le prononçais Gentileschi, mais absolument pas. Gentileschi. On a pu constater la manière dont le canon et ses critères ont été instrumentalisés pour devenir en lui-même un outil de classification, de normalisation et de légitimation. L'exploration de l'aspect politique du canon nous a ensuite donc amené à nous interroger sur les liens qu'entretiennent la tradition artistique avec l'organisation sociale et la formation de canons alternatifs en vue de rendre visibles des modèles communautaires, positifs ou non. À partir de l'articulation entre cet enjeu de reconnaissance et une stratégie de représentation qu'on pourrait appeler réaliste, on a pu interroger la pertinence des canons alternatifs avec l'exemple, de Lauren Cameron, à l'aune des études critiques. Donc à travers les études queer, il est possible de se demander si les canons alternatifs perpétuent, d'une certaine manière, un système de normes dominantes et invisibilisent d'autres identités, comme les corps racisés ou considérés comme handicapés, entre autres. C'était aussi l'occasion de voir à quel point il est pertinent de s'appuyer sur des références en sociologie du genre et en études culturelles, qui sont des références non canoniques pour notre discipline, ce qui fait aussi évoluer les pratiques du ou de la chercheuse en histoire de l'art. L'ouverture de la discipline et le renouvellement de son discours s'élaborent également par la remise en cause des critères de légitimité des corpus, en rendant poreuses les frontières entre un art institutionnel et un art alternatif et minoritaire, comme nous l'a montré Marion avec les pratiques drag. Par ailleurs, elle a pu aussi observer les risques de dépolitisation et de normalisation liés au devenir canon de certaines pratiques drag, qui s'intègrent à l'économie néolibérale et qui laissent moins de place, notamment dans la sphère médiatique, à l'expérimentation d'alternatives et à l'opportunité
de retravailler les images et le savoir. S'intéresser à ces nouveaux corpus amène à s'interroger sur la canonicité des sources en histoire de l'art, avec le traitement des sources qu'on pourrait considérer comme alternatives, c'est-à-dire issues du milieu militant et parfois des réseaux sociaux, ce qui pose aussi des problèmes de référencement et de justification académique. Nous avons aussi, examiné à la fois la tentative de formation de canons alternatifs qui sont en rupture et ou qui reconfigurent le canon traditionnel en histoire de l'art, tout en mettant en lumière la capacité de la critique queer à remettre en cause la notion même de canon à travers l'élaboration de nouveaux discours sur le hors-norme, l'exclusion et la hiérarchie. Donc, appréhender les canons au prisme du queer nous propose de nouvelles pistes de recherche en histoire de l'art et permet de mieux comprendre les individus et les groupes sociaux en analysant la manière dont ils se représentent elles-mêmes, dont ils vont représenter les autres et le monde. Nous vous remercions pour votre attention. Juste un mot pour terminer. Nous souhaitions apporter notre soutien au personnel de l'INHA qui a participé aux grèves et au mouvement contre la réforme des retraites. Et nous vous invitons à repartager leurs communiqués et leurs caisses de grève. Merci. Vas-y, je t'en prie. Écoutez, on a un peu de temps, donc si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez raconter votre propre expérience ou enfin des choses qui sont toujours en lien avec ce qu'on dit évidemment, parce que sinon ça ne nous intéresse pas, vous pouvez bien entendu prendre la parole. J'avais une petite question pour Quentin au sujet de la fin de ton intervention sur José Esteban Muñoz et le principe de désidentification. Et personnellement, alors j'ai pas encore lu cet ouvrage, j'ai juste lu des articles autour, et je me posais la question, enfin je l'avais plutôt compris comme une, comment dire, par rapport au canon, une façon de retravailler le canon de l'intérieur pour le changer et s'identifier à lui, et j'ai l'impression que c'était pas tout à fait ce que tu disais, donc est-ce que tu peux bien développer un petit peu, parce que je suis très curieuse d'avoir d'autres compréhensions de ce travail-là. Merci. Alors oui, effectivement, merci beaucoup pour ta question, Pauline. Effectivement, José Esteban Muñoz va prendre... alors en fait, c'est un livre assez épais, et il va voir un peu différentes manières dont la désidentité ou la désidentification va prendre forme. Et justement, ce que tu fais référence, c'est à une première partie de son livre où il va justement montrer comment les conditions sociales vont obliger les personnes à se rallier au canon, si on parle de canon dans ce cas-là. Et il va prendre, par exemple, l'étude d'une... c'est un documentaire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un documentaire qui suivait des personnes transracisées sans domicile fixe qui avaient justement squatté une ancienne mine, quelque chose comme ça, près de New York. Voilà, du point de vue intersectionnel, vraiment très plein de problématiques sociales qui se rencontrent. Et il y a eu un deuxième documentaire qui a été, et dans le premier documentaire, ça suivait une personne en particulier. Et dans le deuxième, un deuxième documentaire a été fait, mais qui a été cette fois-ci commandé par... alors, je ne sais plus vraiment si c'était une secte religieuse chrétienne, je ne sais plus vraiment, mais en clair, c'était une commande pour montrer donc c'est de la propagande, hein, pour montrer comment
ce groupe a sauvé l'âme de la première personne qu'on voyait dans le premier documentaire. Et donc, on suivait en fait toujours la même personne qui avait détransitionné et qui avait qui venait de se marier, je crois. Je ne sais plus s'il avait des enfants ou pas. Et donc, en fait, il faisait ça pour en fait avoir une médicamentation. Oula, je ne suis pas sûr que ça soit très français, mais donc cette personne en fait était atteinte du sida et comme elle était précaire et vivait à la rue, il y a eu ce groupe de religieux, je ne sais pas trop comment les appeler, qui en fait payait ses soins et c'était un peu une échange de bons procédés entre guillemets et donc ça sauvait son corps et ça sauvait son âme. Et donc José Esteban Muñoz montrait que justement c'est ça aussi, enfin une partie de la désidentification de la désidentité, c'est en fait comment on va négocier notre identité par rapport à une identité dominante, alors une identité minoritaire par rapport à une identité dominante, pour simplement vivre, pouvoir vivre et ne pas mourir. Et moi, de mon côté, c'était quelque chose d'autre de José Esteban Muñoz dans le même principe. C'est pour être encore plus précis, c'est croisé avec Guattari et Deleuze. C'est donc dans l'idée d'une désidentité qui viendrait reconstruire donc l'identité, toujours en rapport avec les normes dominantes et en même temps quelque chose qui viendrait plutôt donc de subculture pour montrer comment ces images-là pouvaient fournir quelque chose de plus de moins marqué corporellement mais pas forcément moins marqué par les normes. Donc vraiment quelque chose de nouveau qui viendrait s'inscrire dans la réalité. J'espère avoir répondu à ta question. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes timide, nous pouvons aussi désigner des personnes pour nous poser des questions. S'il n'y a pas de questions, on va peut-être vous libérer. Si c'est les questions, c'est maintenant. C'est bon. Du coup, on vous libère et on reste disponible aujourd'hui et demain aussi, si vous jamais vous souhaitez nous poser des questions. Et vous avez nos réseaux aussi. Merci à vous. Merci beaucoup.